de sondage à nouveau et on va passer directement à la présentation du cas avec Mme Elsaïda Madeus. Elsaïda, c'est à vous. Bonsoir tout le monde. Comme je viens de dire, je suis Elsaïda. Je vais vous présenter un cas aujourd'hui. Alors, j'attends à ce que M. Conan fasse le partage d'écran. OK, vous pouvez passer au slide suivant. En fait, il s'agit de patients qui est âgé de 35 ans et qui était admis à l'hôpital avec des symptômes comme détresse respiratoire, céphalée, fièvre et autres. Après une prise en charge attribuée à son cas, le patient a été libéré, c'est-à-dire exéaté. Mais après quelques jours, le patient a été ramené dans les soins pour motif suspect de COVID-19 par des agents de santé qui n'ont pas pu respecter les règles de confidentialité et la non-violence de l'intégrité de la personne dans leur manière de faire. Après la prise en charge, le patient est encore rentré chez lui. Pendant ce temps, il a reçu la deuxième dose de vaccin contre la COVID-19. Avant que la deuxième dose lui soit administrée, il avait une urgence pour se rendre à l'étranger. Donc, le test de COVID-19 était exigé dès son arrivée à l'aéroport. Et après l'effectuation de ce test, il est testé positif. Donc, frustré de ce résultat, on lui a conseillé en fait, d'effectuer un test une PCR. Le résultat de la PCR est revenu négatif. Donc, vu en fait, l'inquiétude du patient et la façon dont ça vient, on lui a conseillé pour mieux se faire d'aller chez un psychologue pour une prise en charge psychologique. Donc, les défis qu'on a avec ce cas, c'est que le patient, face à la discordance entre les deux tests, donc le patient et la façon dont aussi on se voit une personne atteinte de COVID-19 dans notre communauté, le patient a des difficultés à se réinsérer parce qu'il est victime de discrimination, stigmatisation aussi. D'ailleurs, on le menace dans la zone donc, sous prétexte qu'il va contaminer cette zone-là. Donc, les habitants sont vraiment hostiles avec lui. Et de plus, après ce drame, en fait, le patient présente des troubles psychologiques, à savoir des difficultés à s'endormir et ensuite perte d'appétit, difficulté à se vaquer à ses préoccupations et aussi dépression. Donc, la raison de cette présentation aujourd'hui, c'est pour avoir une explication sur deux préoccupations fondamentales. D'abord, c'est la discordance entre les deux tests. Le test effectué à l'aéroport et aussi la PCR. Ensuite, c'est la façon de faire des agents du MSPP quand ils vont rechercher un patient suspecté de COVID-19. Donc là, il n'y a vraiment pas respect de ce qu'on appelle la confidentialité du malade, la confidentialité et aussi la non-violation de l'intégrité du malade. Donc, on aimerait, en fait, on a partagé ce cas pour avoir plus d'explications et aussi d'autres commentaires sur cette affaire-là. Merci. Merci, Madame Elsaïda. Je vais faire un bref résumé. C'est un patient que nous avons qui a 35 ans qui est venu dans l'institution parce que il a comme symptôme de détresse respiratoire, céphalée, puis fièvre et tant d'autres.
après que nous finissons faire prise en charge pour lui, eh bien, nous exercer patient, nous voyons la caille. Maintenant, il y a l'autre, institution ou bien agent qui est venu des institutions de santé qui viennent faire l'autre, ça sont l'autre prise en charge pour lui, et que ils n'ont pas respecté la confidentialité patient et que le patient vient se représenter même signes et symptômes encore. Et après que l'institution fait prise en charge pour lui, il rentre la caille. Maintenant, le patient a pris une première dose de vaccin et avant de prendre une deuxième, il a une urgence pour qu'il soit capable d'aller dans un pays étranger. L'arrivée dans l'aéroport, il était obligé de faire un test COVID et test ça lui-même il était sorti positif. Il était conseillé pour que lui capable de faire un PCR. Test PCR là lui-même lui négatif. Action que nous avons fait, c'est que nous avons conseillé patient pour que le soit capable de boire un psy. Et le défi que nous avons rencontré, c'est côté que le patient a gagné une difficulté pour que lui soit capable de réinsérer lui dans la société par rapport avec stigmatisation et puis que lui était senti menacé par rapport ensemble avec l'autre concitoyen. Et la raison qui fait que nous venons à casse aujourd'hui, c'est parce que il y a une discordance entre deux tests et puis confidentialité et malade là lui-même n'est pas respecté. Est-ce que le résumé maintenant est bon, Madéis? Micro fermé? Oui, c'est bon. À noter que c'est par rapport à données que tu recevoir, à savoir symptômes que le patient est venu à l'hôpital là, qui fait que tu as suspecté le COVID-19 après. OK, merci. OK, maintenant vous avez entendu le cas, tous les autres prestataires. Maintenant, ce sont les questions de clarification. On attend les différentes questions de clarification. C'est à vous de poser les questions. Vous pouvez écrire les questions sur le groupe chat ou poser la question directement. Madéis est là, elle attend les questions. Il n'y a pas de questions de clarification pour Madéus? HSB, HICCAI, Fort Liberté, Sainte-Thérèse. Des questions de clarification? Katia, on a avec HIC de Port-de-Paix. HIC de Port-de-Paix, il y a une question. Vas-y, HIC Port-de-Paix. D'accord, merci. Nous remercions le psychologue là pour la présentation cas que nous présentons aujourd'hui. Moi, je vais donner un livre. Question que je posée, est-ce que le patient lui-même, avant que l'idée recevoir première dose de vaccin, est-ce qu'il n'est pas testé pour COVID-19? Madéus? El Saïda? Saïda? Il y a une question? Oui. En effet. Oui, c'est avant même que l'ité prend vaccin, l'ité testé positif. Donc, l'ité venu à l'hôpital avec symptômes, il fait prise en charge pour lui, il voit la caille. Donc, ça veut dire que l'ité testé positif. Il fait prise en charge pour lui. En fait, il était suspecté positif. Il fait prise en charge pour lui, il voit la caille. Il voit la caille, là, il recevoir une première dose vaccin contre COVID-19. C'est clair?
OK, on a une question sur le groupe chat. Quel Il y a type Sainte-Thérèse de- il y a Sainte-Thérèse de Hèche qui a levé la main. Oui, un moment. Nous avons une question sur le groupe chat. Quel type de test qu'on a fait pour le patient? Test rapide ou PCR? Test rapide. Merci. Qui a levé la main? Sainte-Thérèse de Hèche. C'est Thérèse de Hinch. Ma question, c'est sur la Sainte-Thérèse de Hèche. Ma question, c'est sur la discordance des résultats. Donc, si le patient a été pris en charge, est-ce qu'il n'est pas possible que le deuxième test soit négatif? C'est ça la question. Quel test? Vous voulez parler de quel test? Le premier test que si elle l'a fait avant, tu as été pris en charge. Est-ce que ce n'est pas possible, ce n'est pas évident que le deuxième test soit négatif? Bon, le problème, c'est que, en fait, merci pour la question. Et le problème, c'est que le test effectué à l'aéroport est positif. Donc, c'est après le PCR. Donc, pour confirmer la résultat, la PCR, on a effectué la PCR et c'est positif. Et c'est négatif, excuse-moi. Bon. Question? Entre la prise en charge et le deuxième test, l'intervalle. Ça n'a pas été respecté, ça n'a pas été long, une quinzaine de jours, bien 10 jours. Je n'ai pas bien entendu la question. Est-ce que vous pouvez parler, s'il vous plaît? La question est que vous avez l'intervalle entre le premier test et le second test. Donc, si le patient a été pris en charge, ce n'est pas évident que le second test soit négatif. Alors là, vous parlez du test effectué à l'aéroport? Que ce soit à l'aéroport ou bien, je ne sais pas, mais je parle du second test. OK. Oui, est-ce que c'est évident? En fait, là, je vais laisser ça à l'invité du jour pour plus ou moins nous éclairer sur cette question-là. D'accord, on a une autre question sur le groupe chat. Le patient a-t-il reçu le vaccin sans confirmer effectivement qu'il avait le COVID-19? Est-ce que le patient a reçu le vaccin sans la confirmation qu'il avait le COVID-19? En fait, étant donné qu'il y avait une prise en charge, je suppose que l'affaire était classée, que le patient était infecté était testé positif pour COVID-19. Y a-t-il d'autres questions, de clarification? S'il n'y en a pas, on va prendre la dernière question de clarification avec l'invité du jour, Dr. Méthor. Oui. Alors, oui. Oui. En Une fait, question de clarification pour El Saïda. pas précisément de question de clarification, puisque en fait, je crois qu'il y a certains points assez intéressants qui ont été soulevés tout à l'heure, à savoir d'une part le type de test qui avait été effectué par un test PCR ou un test rapide, ça c'était un point important. Je n'ai pas précisément de question de clarification, ça me va pour le moment. D'accord, merci, Dr. Lucien. Maintenant, on va passer aux différentes recommandations. Les recommandations que vous voulez faire à El Saïda par rapport au cas qu'elle a présenté. Vous avez entendu les différentes questions de clarification et les réponses qu'elle a données. Maintenant, on attend les
On attend vos recommandations. Les recommandations. Vous n'avez pas de recommandations à faire à El Saïda? Il n'y a pas de recommandation. Il n'y a pas de recommandation, c'est que le processus que El Saïda a fait, le processus était bon. Et on va demander à Dr. Mentor s'il n'a pas de recommandation à faire à El Saïda. Merci. En fait, je voulais juste attirer l'attention sur le fait que lorsqu'on effectue les tests comme ça, il y a toujours possibilité, il y a un risque quand même d'avoir des discordances. Cela fait partie un petit peu du processus naturel de l'ordre des choses. Il n'y a pas de test qui soit à 100% et qui marche à 100%. Il y a toujours un risque de discordance. Donc, des fois, il est intéressant quand même, avant de procéder au test, d'expliquer aux patients qu'il peut y avoir des discordances. Il faut expliquer ça aux patients et que c'est quelque chose qui est normal. On peut avoir des discordances. Maintenant, on peut également chercher à minimiser les discordances. Parce que des fois, les discordances tiennent également à la manière dont le test a été réalisé. Ça veut dire que si, par exemple, l'environnement de travail, il faut éviter les contaminations de votre échantillon, ça c'est important. Si là où vous faites l'échantillon, il y avait d'autres spécimens qui étaient positifs, etc. Donc, il faut vraiment nettoyer votre surface de travail afin d'éviter les risques de contamination. Ça c'est important. Il faut également suivre scrupuleusement les indications du texte, ça veut dire et la manière de la procédure qui a été tracée pour réaliser le test. Ça, c'est un autre élément important. Et troisième point sur lequel je voudrais attirer votre attention également, c'est que en fait, les faux positifs, le cas tel qui a été décrit, on est probablement en présence d'un faux positif. Quelqu'un qui a fait un test à l'aéroport qui était positif, un test rapide. Lorsqu'on a fait le PCR, c'est revenu positif, donc c'est un faux positif. Maintenant, il faut comprendre également que les faux positifs sont influencés, en fait, par la prévalence de la maladie. Donc, si vous êtes quelque part dans un pays, dans un lieu où, en fait, à une époque, où la prévalence de la maladie, en l'occurrence, par exemple, le COVID-19, est basse, eh bien, à ce moment, il faut s'attendre à des taux de positivité, de faux positivité beaucoup plus élevés. Donc, retenez vraiment surtout, et ça, c'est un aspect surtout épidémiologique, que les faux positifs, c'est influencé par la prévalence de la maladie. Donc, si la prévalence est basse dans le milieu, eh bien, il est fort probable il faut s'attendre à des taux de faux positifs qui soient beaucoup plus élevés que lorsqu'on est, par exemple, dans une situation où la prévalence est élevée. Je m'arrête là pour le moment. D'accord, merci, Dr. Mentor. Alors, Dr. Mentor a proposé de nettoyer les surfaces de travail, de suivre les procédures de test afin qu'on ait des résultats vraiment fiables. Maintenant, Saïda, est-ce que tu penses que tu peux mettre ces deux en application? Qui est-ce qui l'a gagné? Oui, merci. Et j'espère que tous les autres personnels qui sont ici présents vont appliquer aussi ces recommandations pour éviter ce genre de répétition. Merci beaucoup, El Saïda. Et on continue. On va aller directement avec Dr. Mentor pour la présentation de son sujet d'aujourd'hui, dont je fais le rappel, qui a pour thème COVID-19 et risque de résistance antimicrobienne. Et les objectifs, alerter sur les risques liés à la résistance antimicrobienne, renforcer la compréhension de la nécessité de mesures d'IPC, renforcer la compréhension de la nécessité des mesures d'antimicrobial stewardship. Docteur Lucien, c'est à vous maintenant pour la présentation de votre sujet d'aujourd'hui. Merci. Donc, nous allons parler de COVID-19
et de résistance antimicrobienne. Un moment. Okay. En fait, comme vous le savez, depuis le début de l'épidémie, depuis quasiment décembre 2019, nous faisons face à une épidémie à COVID-19. C'est une épidémie qui a touché quasiment tous les continents. C'est une épidémie qui a été très, très, très importante, puisque là, si je regarde les chiffres du Johns Hopkins pour aujourd'hui, ça fait quand même 272 millions de personnes qui ont été infectées, avec plus de 5 millions de morts. Donc, c'est quelque chose qu'il ne faut pas prendre à la légère. C'est une épidémie qui se poursuit, n'est pas encore derrière nous. Comme vous le savez, il y a le variant Omicron qui s'est répandu à travers le monde et également avec des risques très importants en termes de transmissibilité. Donc, nous sommes encore en plein dans cette épidémie de COVID-19. Mais au-delà de cette épidémie COVID-19, il y a peut-être une autre épidémie qui nous menace, un autre danger qui nous guette, c'est celui de la résistance antimicrobienne. Et c'est pour cela que, en fait, je pense que c'est un sujet d'intérêt et que nous allons essayer de débattre ensemble aujourd'hui. Un moment. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop pourquoi, mais les slides n'arrivent pas à bouger. N'arrive pas à changer de slide, je ne sais pas trop pourquoi. Un moment, je vais essayer d'arrêter la présentation pour lancer à nouveau parce qu'on n'arrive pas à changer de slide. Je ne sais pas trop pourquoi. Allez-y, docteur. Arrêtez la présentation. Pardon? Arrêtez la présentation. Est-ce que et repartagez à nouveau. OK. Vous faites le processus. je n'arrive pas à changer de slide, je ne sais pas trop pourquoi. C'est de... Est-ce que quand vous arrêtez la présentation, est-ce que vous arrivez à changer les slides directement sur l'ordinateur? Oui. Ça passe Oui, sur l'ordinateur? Oui, ça va. Eh bien, OK. Vous faites le processus maintenant pour voir. Oui. Non, ça ne marche pas. Ça ne passe pas. Et Conan? Ça ne marche pas. Jimmy? Jimmy? Est-ce que tu peux essayer de présenter toi-même, s'il te plaît? Oui, Jimmy? Oui, je vous ai partagé la présentation du docteur Mentor. Est-ce que vous pouvez projeter pour lui, s'il vous plaît? OK, laissez-moi. OK, un moment. Pas de problème. Vous allez bien? Isma? Miss Isma? Bonsoir Isma. Donc, nous saluons les collègues de HPJ. Nous savons bien que au CAP vient à peine de subir une situation très grave. Mais heureusement, les prestataires de HPJ sont là et ils participent encore à la session. Donc, nous partageons notre condoléance à nos chers prestataires qui sont dans le Nord.
Pendant ce temps, il y a une question qui a été posée par Saïda. Au moment où Jimmy trouve la présentation, on pourra commencer cette présentation. El Saïda, tu es là? Il y a une question qui a été posée par Saïda. El Saïda? Oui, monsieur Anne, je suis là. Il y a une question qui a été posée dans le chat. Quels sont les appuis psychologiques apportés au patient? Donc, quels sont les appuis psychologiques que tu as apportés à ce patient-là? En fait, vu ses inquiétudes, on lui a suggéré de voir un personnel. Et tant que psychologue? C'est pas moi qui ai effectué la prise en charge. Oui, c'est que je lui ai conseillé d'aller voir un collègue. C'est pas moi qui ai effectué la prise en charge. OK, d'accord. Jimmy, est-ce que ça marche maintenant? Oui, ça va. Est-ce que vous pouvez voir l'écran? Bien sûr. Pas encore. Non, pas encore. Bonsoir, Isma. Bonsoir. Okay. Oui. Qui peut participer dans la session? Qui peut participer? Non, c'est à l'hôpital de Fermat? Jimmy? Yes, Renaud. Oui, ça n'apparaît pas. Pas problème. Pas mon chéri. Micro. Qui peut participer à la session-là? Jimmy? Micro fermé. Allô, Jimmy? Maintenant. Est-ce que vous avez fichier sur ordinateur? Est-ce que le fichier a ouvert sur ordinateur? Yes, oui. Est-ce que l'ouvrir? Est-ce que le fichier présentation ouvert sur ordinateur? Exactement. Hein? Il ouvrit. Est-ce que l'ouvrir? Il ouvrit. C'est sous lumière là. OK. Maintenant, et vous faites share screen et vous sélectionnez et vous faites share. Conan? Le fichier, c'est ça. Conan? Monsieur Hamel. Je me rappelle que vous vous avez envoyé également le document. Vous pouvez pas nous aider, s'il vous plaît? Malheureusement, je n'étais pas en copie. Ah. OK. Vous l'aurez dans quelques secondes. L'âme désactivée. Photo, non. Ah ouais. Oui, ma même appelé les V. OK. C'est partagé. Je ne sais pas pourquoi vous n'arrivez pas à voir l'écran. Bon, c'est pas bien grave. Madame Katia, le temps que le problème technique se résolve, vous pouvez continuer de présenter les participants, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se présenter. OK, c'est bon, c'est apparu maintenant. OK, c'est bon. Ça va? OK. Donc, on va poursuivre. Ici, là, je vous ai présenté la situation épidémiologique qui prévaut actuellement en Haïti. En Haïti, vous avez quand même du début de l'épidémie qui date de mars 2021. En fait, nous avons eu 149, nous avons pu réaliser 149 000 tests et en fait, il y a eu 25 000 personnes, 25 000 cas de COVID-19, des cas confirmés. En fait, et 765 décès sur cette période. Donc, vous comprenez quand même que l'épidémie en Haïti n'a pas eu la sévérité de ça qui a été observée dans plusieurs autres pays européens ou encore aux États-Unis. Donc, on n'a pas eu beaucoup de cas. Quand on a commencé également la vaccination en Haïti, en fait, il y a eu 228 personnes qui ont reçu leur première dose. Donc, là encore, la vaccination est enclenchée. On est probablement assez loin des objectifs souhaités en termes de vaccination, mais il y a un processus qui est enclenché. Excusez, là encore, je tombe sur le même problème, ça ne marche pas.
Ça ne marche pas. Toujours encore le même problème pour changement de slide. Jimmy. Allô, Jimmy? Monsieur Hamel, pouvez-vous me transférer le fichier? Et je peux transférer le document. Essayez de nous aider, Conan, s'il te plaît. On profite pour saluer les prestataires de l'hôpital de Fort-Liberté qui assistent à la session. Fort-Liberté, vous êtes là? L'hôpital de Fort-Liberté. D'accord, merci. OK. D'accord. Merci. Donc là, en fait, comme je vous ai dit, donc là, c'est la situation. Donc, nous avons eu ici, c'est une évolution de l'épidémie où on voit quand même qu'il y a eu certaines périodes au cours desquelles nous avons eu des pics d'activité du COVID. Par exemple, au cours de entre la 19e et la 24e semaine épidémiologique de l'année 2020, nous avons eu un pic du COVID jusqu'à près de 61% de positivité. Ensuite, à la fin de décembre, début janvier de cette année 2021, nous avons eu également un autre pic de COVID, mais certainement moins important que ce que nous avions observé au cours de la première vague. Ensuite, il y a, comme vous voyez là, quand même, d'autres vagues qui ont été notées pour le COVID, mais là encore avec des pics qui n'ont pas atteint ce qui avait été observé lors de la première vague. On va passer à la slide suivante. Donc, ici, est-ce que vous pouvez mettre vos micros sous silence, s'il vous plaît? OK, merci. Donc, ici, cette slide, on vous montre en fait que pour les patients avec corona, il y a quand même une certaine gamme de symptomatologie clinique et la sévérité peut être variable. Certains patients seront classés comme étant des formes non sévères lorsque vous avez l'absence de signes de sévérité ou d'état critique. Les signes de sévérité, c'est lorsqu'en fait votre saturation en oxygène est inférieure à 90% à l'air ambiant, lorsque le patient a des signes de pneumonie ou encore lorsque le patient présente une détresse respiratoire, on considère que l'état de ce patient est sévère. L'état est jugé critique lorsqu'il faut quand même, pour ce patient, avoir recours à une ventilation artificielle, lorsque le patient est en détresse respiratoire, lorsque le patient est en état de choc. Donc, ce patient est même considéré comme étant un patient critique. Et je vous rappelle qu'en fait, la grande majorité des patients ont en fait une symptomatologie non sévère et qu'il y aura en fait très peu de patients à être en état critique. On poursuit. On passe à l'autre slide. En fait, cela est important, cette classification est importante. Pourquoi? Parce que c'est à partir de cette classification qu'il y a un certain nombre de recommandations qui ont été faites et mises à jour par l'OMS, en particulier en ce qui concerne l'usage des antibiotiques. Et qu'est-ce qu'on constate, qu'est-ce qu'on dit? En fait, l'OMS vous dit que pour les patients qui ont une symptomatologie COVID légère, ce n'est pas nécessaire d'utiliser des antibiotiques. Pour les patients qui ont une symptomatologie de COVID modérée, les antibiotiques ne doivent pas être prescrits à moins que vous ayez une infection bactérienne concomitante. En fait, les antibiotiques, c'est recommandé surtout si vous avez des patients qui ont une forme sévère du COVID. Donc, n'oubliez pas, lorsque vous avez une forme légère, ce n'est pas nécessaire. Lorsque vous avez une forme modérée, ce n'est pas nécessaire, à moins que ce patient ait une co-infection. On passe à la slide suivante. Et en fait, dans les cas modérés, il y a quand même, on peut toutefois dans les cas modérés être obligé d'utiliser des antibiotiques, en particulier si vous avez affaire à des personnes très âgées ou encore si vous avez affaire à des enfants de moins de 5 ans. Dans ces conditions-là, on peut utiliser des antibiotiques. On poursuit. Cependant, qu'est-ce qu'on a pu constater? Ici, c'est en fait un article récent et une présentation qui est tirée, ce que vous présentez là, cette slide, est en fait tirée d'un article récent paru en 2021 où ils ont fait une méta-analyse, donc d'un ensemble d'études qui ont été publiées dans plusieurs journaux sur le COVID-19 pour voir en fait est-ce qu'il y a eu
une prescription d'antibiotiques. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate quand même que qu'on a quand même une prévalence d'administration d'antibiotiques de près de 75%. Donc, 75% des patients qui ont eu en COVID ont été placés sous antibiotiques. Et ceci, on voit quand même qu'il y a eu une administration d'antibiotiques un petit peu partout à travers le monde. Et que ce soit en Europe, que ce soit en Amérique du Nord, où vous avez quand même des taux qui sont près de 70% d'antibiotiques, que ce soit en Amérique du Nord, que ce soit en Chine, où cela avoisine près de 80% d'antibiotiques, au Moyen-Orient, en Asie. Donc, un peu partout à travers le monde, les gens se sont mis à utiliser des antibiotiques contre le COVID. On poursuit. On passe à la slide suivante. Et en fait, cette utilisation d'antibiotiques, on a fait une autre analyse par groupe d'âge. Et qu'est-ce qu'on constate? On constate chez les enfants, ils ont utilisé moins d'antibiotiques, mais quand même, ça fait 40%. On constate que chez les adultes, ça fait près de 82% environ des adultes qui ont été placés sous antibiotiques. Donc, là encore, un usage relativement important d'antibiotiques pour tous les patients avec COVID. On poursuit. Est-ce que cela a varié en fonction du type de patient, de la symptomatologie qu'avaient les patients? On constate quand même que lorsque les patients qui sont vus en clinique externe, les outpatients, en fait, vous avez près de 60% de ces patients qui sont vus en clinique externe. Donc, on peut assumer que leur symptomatologie n'était pas si sévère ou si en état critique puisqu'ils sont rentrés chez eux, mais quand même, vous avez près de 60% de ces patients à être placés sous antibiotiques. Et les patients qui sont en ICU, donc dans soins intensifs, vous avez près de plus de 80% de ces patients à recevoir encore des antibiotiques. Donc, vraiment, usage massif d'antibiotiques, quel que soit le degré de sévérité. On poursuit. Et qu'est-ce qu'on a constaté quand même? Toutefois, on a constaté qu'au fur et à mesure que l'épidémie avançait, en janvier, vous voyez, en janvier 2020, l'utilisation des antibiotiques était beaucoup plus importante qu'elle ne l'a été en février, qu'elle ne l'a été en mars, qu'elle ne l'a été en mai. Donc, au fur et à mesure que les gens accumulaient des connaissances sur le COVID, eh bien, on s'est rendu compte que ce n'était pas aussi nécessaire d'utiliser des antibiotiques et l'usage des antibiotiques a commencé à baisser contre le COVID. On poursuit. Là, en fait, on vous donne les classes d'antibiotiques qui ont été utilisées un peu dans ces différentes contrées, que ce soit en Amérique du Nord, en Europe, en Chine, etc. Donc, toutes les différentes classes. Donc, vous voyez quand même, il y a eu plusieurs classes à être utilisées. Les choix ont pu varier d'une contrée à une autre. On poursuit. Donc, ce que nous venons de voir, c'est que pendant l'épidémie de COVID, vous avez eu un usage massif d'antibiotiques, d'une part. Ce que nous avons retenu également, c'est que l'OMS nous dit qu'en fait, on utilise les antibiotiques, on ne les utilise pas dans les formes légères, on ne les utilise pas dans les formes modérées, sauf s'il y a une co-infection, ou on peut les utiliser dans les formes sévères. Et qu'est-ce que cette étude nous dit, ce travail nous dit? En fait, ici, on vous explique que la co-infection n'est présente que dans 8,6% des cas. Dans plusieurs études, globalement, on peut s'être attendu à avoir un taux de co-infection de 8,6%. Donc, usage massif d'antibiotiques, près de 75 à 80% des cas chez les patients, alors que la co-infection n'est présente. Donc, les infections bactériennes associées au COVID ne sont présentes que dans 8,6% des cas. Donc, il y a un décalage, il y a un paradoxe, il y a donc un hiatus entre les recommandations de l'OMS qui nous disent qu'il ne faut pas utiliser d'antibiotiques sauf s'il y a co-infection et les faits où l'on constate que nous, on a beaucoup utilisé d'antibiotiques. On poursuit. Docteur, je pense que votre micro est fermé. Docteur, vous êtes là? Je ne crois pas que c'est le chasse tout chez Dr. Médor. Dr. Médor?
Le chat est question. Permets-toi d'aller là, quitter le chat. Je pense que le temps que le docteur Manteau attrape le chat, on peut continuer de présenter le pasteur. Le chat a faim, il est déjà 1h. Docteur Beton, vous êtes de retour? Oui, cela, est-ce qu'on peut... C'est passé avec le chat. Wow, présentation. Donc, j'attire votre attention sur, en fait, le fait que Fleming, celui qui avait découvert les antibiotiques, dès le début, faisait une notion que, en fait, plus on utilise des antibiotiques, plus il y a des risques de résistance. Et ceci, nous sommes dès les années 45. On poursuit avec le slide. Donc, il faut, puisqu'il y a un décalage, nous l'avons vu, entre les recommandations qui disent qu'il ne faut pas utiliser des antibiotiques et la réalité. Beaucoup d'antibiotiques sont utilisés, donc il faut chercher à optimiser cet usage des antibiotiques. Comment est-ce qu'on peut le faire? On peut le faire en ayant recours à l'antibiotique stewardship programme. En fait, ce sont des programmes qui aident les cliniciens à améliorer leur prescription médicamenteuse et ainsi à diminuer les dangers qui sont liés à la surprescription d'antibiotiques. On poursuit. On peut poursuivre. Comment est-ce qu'on peut arriver à mettre sur pied des programmes d'antimicrobial stewardship au sein des institutions? Comment est-ce qu'on peut arriver à cette optimisation de la prescription des antibiotiques? En fait, il y a un document de l'OMS, particulièrement au niveau de la région Europe, que j'aime beaucoup parce qu'en fait, ils vous disent dans ce document, par exemple, qu'est-ce qu'on peut faire dépendamment de la situation de votre pays. Je vous dis, si vous avez accès à des données de microbiologie limitées, donc il y a très peu d'institutions où on fait de la culture et d'antibiogramme, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire l'éducation des cliniciens, donc l'éducation des prestataires de santé, afin qu'ils sachent, en particulier vers les maladies infectieuses, qu'ils sachent quel antibiotique donner, comment les donner, etc. On peut faire également l'éducation du patient et du public. Pourquoi? Parce que assez souvent, des fois, qu'est-ce qui arrive? C'est le public lui-même. Ce sont les patients eux-mêmes qui sont demandeurs d'antibiotiques. Donc, si on fait leur éducation, ils comprennent les risques qui sont liés à l'usage des antibiotiques, eh bien, ils font eux-mêmes diminuer leur demande d'antibiotiques, la pression qui est faite sur le patient et sur le praticien. On peut également essayer de mettre au niveau des institutions des guides, des protocoles qui sont adaptés aux problèmes les plus courants. Et enfin, on peut chercher à optimiser la durée du traitement. Donc, vous voyez, ce sont des points qui sont soulignés par l'OMS, qui ne réclament pas précisément des fonds énormes. L'éducation, c'est ce que nous faisons ici à travers les séances didactiques. L'éducation du patient et du public, cela peut se faire dans le bureau du médecin, dans cette rencontre singulière avec le patient. La mise en place de protocoles thérapeutiques, cela ne réclame pas de fonds énormes. Et l'optimisation de la durée du traitement. On poursuit. On peut poursuivre. Un autre problème également, une autre façon également en fait de diminuer le risque d'utilisation des antibiotiques, en fait, c'est d'arriver à implémenter des mesures appropriées de contrôle de prévention des infections. Et parmi ces mesures, en fait, il faut faire le screening et le triage. Le screening se fait normalement à l'entrée de l'hôpital. Dès que le patient arrive à l'hôpital, on lui pose des questions. Est-ce que vous avez de la fièvre? Est-ce que vous toussez? Etc. Le patient vous dit oui. À ce moment, vous l'orientez vers une filière particulière. Et le triage. C'est important de faire le screening et le triage afin d'éviter justement que nos institutions hospitalières se transforment en des foyers de transmission. Parce que plus vous avez de cas de COVID, plus les gens seront amenés à utiliser des antibiotiques. Donc, il faut vraiment faire le screening, vraiment faire le triage afin de limiter et d'empêcher que l'institution hospitalière se transforme en foyer de transmission. On poursuit. Les mesures de prévention et de contrôle des infections, screening et triage, sans oublier le lavage des mains qui est une mesure clé, mesure phare, vraiment de la prévention et du contrôle des infections, et les mesures d'antimicrobial stewardship dont nous avons parlé, en particulier l'éducation des cliniciens, la formation des cliniciens, en particulier également la mise à disposition du personnel médical, de guides et de protocoles. Nous poursuivons. Il y a un autre élément encore qui peut aider à cette lutte contre la résistance antimicrobienne, eh bien, ce sont les vaccins anti-Covid.
Pourquoi? Parce que si vous êtes vacciné contre le COVID, vous réduisez le risque que ce patient-là fasse le COVID. Et si le risque est réduit, bien, ce patient n'ira pas à l'hôpital avec la symptomatologie du COVID, donc il ne sera pas exposé à l'antibiotique, ne va pas lui proposer d'utiliser des antibiotiques. Et si le patient est vacciné, il y a moins de risques qu'il soit contaminé. Et à ce moment également, il y a moins de risques qu'il transmette le COVID à d'autres patients. Je vous remercie. Donc, j'avais voulu attirer dans le cadre de cet exposé votre attention sur le double risque qu'il y avait entre, d'une part, l'épidémie actuelle qui est réelle que nous vivons, celle de la résistance et celle du COVID, et d'autre part, une autre épidémie qui peut venir se greffer sur cette épidémie-là, qui est celle de la résistance antimicrobienne, parce que on a noté un usage massif d'antibiotiques, et ceci à travers le monde. Et il faut comprendre également que dans les pays en voie de développement, il est fort à parier qu'il y a encore que cet usage massif d'antibiotiques se poursuive, d'une part, et que d'autre part, comme nous savons que les mesures de prévention et de contrôle d'infection ou encore les mesures d'antimicrobiens stéréotypes ne sont pas forcément optimales, donc cela peut créer des conditions favorables à l'émergence et à la propagation de la résistance antimicrobienne. Je vous remercie, je suis bien sûr à votre disposition pour toute autre question qui peut être nécessaire. Merci beaucoup, Dr. Métor. Maintenant, en place une question, mais nous avons une première question sur le groupe chat. Est-ce que si une personne est testée positive pour la COVID-19, il est nécessaire de prendre les 2 doses de vaccin? En fait, actuellement, même si vous êtes positif ou même si vous avez eu le COVID, cela ne vous empêche pas et on vous recommande malgré tout de prendre le vaccin. Merci. Autre question? Posez vos questions directement ou écrire sur le groupe chat. Je vous rappelle encore le thème qui est COVID-19 et risque de résistance antimicrobienne. Les questions, s'il vous plaît. Soit tout a été clair ou rien n'a été compris. Merci, docteur Métor. Alors, maintenant, je voulais poser ma question, c'est concernant les médicaments, les feuilles qu'on utilise en province et dans tout le pays. Et on sait qu'on a dit que ça a beaucoup aidé les malades en Haïti. Qu'en pensez-vous? Est-ce que vous pouvez reprendre la question? Excusez-moi, j'ai eu du mal à entendre. Même pour les feuilles. Avancez plus près du micro. Les feuilles utilisées en Haïti. Est-ce que? On a beaucoup fait d'usage des feuilles. Alors, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est nécessaire d'en prendre ou de ne pas prendre? Donc, la question, est-ce que pour les feuilles laitées, que l'on en prend, est-ce que c'est utile ou pas? C'est ça? Oui, bon, la médecine traditionnelle et la médecine scientifique. OK, merci de votre question. Je vous remercie de votre question concernant en fait la médecine traditionnelle. Il est probable que certains médicaments, certains procédés utilisés en médecine traditionnelle puissent avoir une efficacité. Mais là encore, je ne puis, en toute sincérité, être très prudent en restant dans le conditionnel, puisque en fait, à ma connaissance, il y a probablement peu d'études qui ont été conduites sur ce domaine en rapport avec le COVID, mais certainement, on espère que cela pourra être une voie d'investigation dans les travaux de recherche. Pourquoi? Parce qu'effectivement, nous vivons dans un milieu où les gens sont pour des moyens relativement réduits, tandis qu'il y a très peu de personnes à avoir accès à la médecine moderne, tandis que la médecine traditionnelle peut être une opportunité
et de récupérer dans le parcours de soins des personnes que des moyens économiques ont réduit, ont écarté de ce parcours de soins. Mais concrètement, est-ce que certaines infusions, est-ce qu'elles sont efficaces? À quel pourcentage ces infusions sont efficaces? Je ne pense pas qu'il y ait encore de données réelles là-dessus, mais ce peut être un sujet d'importance. Ça va? Et merci. J'ai deux autres questions sur le groupe chat. Parmi tous les vaccins disponibles sur le marché, lequel est plus efficace? En fait, là encore, c'est un petit peu difficile à répondre en termes d'efficacité. Pourquoi? Parce que, en fait, cela peut varier dépendamment de l'efficacité des produits des vaccins, n'est pas forcément la même dépendamment des populations auxquelles ces vaccins ont été et sont administrés. Donc, là encore, ce sont des études qu'il faudrait mener en termes d'efficacité sur la population haïtienne, puisque, en fait, pour d'autres vaccins pour lesquels on a eu justement là, suffisamment de recul, enfin, en fait, que l'efficacité de ces vaccins peut varier d'une région, d'une contrée à une autre. Donc, pour notre pays, Haïti, qu'est-ce qui est le plus efficace? Là encore, comme vous avez dit, il faudrait encore mener d'autres études pour voir l'efficacité du vaccin, comme on a fait certaines études pour l'efficacité du rotavirus en Haïti. Donc, on espère qu'avec le temps, le laboratoire national a conduit ces études-là avec ses partenaires. Donc, on espère également qu'avec le temps, il y aura d'autres études sur l'efficacité des vaccins de COVID-19 en Haïti. Merci. Fort Liberté a levé la main. Fort Liberté? Allô? Oui, oui, vous pouvez poser votre question. Bonsoir, je vous remercie de pour votre intervention, c'était vraiment intéressant. Donc, est-ce qu'il y a un temps maximal entre les deux doses? Par exemple, est-ce que si une personne a pris la première dose, disons, en octobre et la seconde en janvier, février, est-ce que ce sera un problème? Est-ce que vous pouvez reprendre? Est-ce que vous pouvez vous approcher du micro, s'il vous plaît? Est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a un temps maximal entre les deux doses? Si la personne a pris la deuxième dose après 3 mois, est-ce que ce sera un problème? 3 mois ou plus? En fait, merci. En fait, il y a oui, il y a un intervalle il y a un intervalle que l'on recommande justement entre les doses et ce n'est pas pour rien qu'on recommande cet intervalle. Donc, si vous ne respectez pas l'intervalle, cela peut entraîner une diminution de l'efficacité. Mais là, je ne vais pas précisément entrer sur la question justement et de manière concrète en termes de durée, de dose, etc., puisque ce n'était pas précisément le sujet sur la vaccination pour le COVID, mais traditionnellement, il y a un intervalle qui est recommandé. Et cet intervalle, ce n'est pas pour rien qu'on le met. D'accord? OK. Et, une autre question, quel est l'objectif alors de la vaccination puisque l'immunité naturelle aura fabriqué des anticorps? En fait, là encore, oui, l'immunité naturelle a fabriqué des anticorps, mais là encore, on est dans une logique, puisqu'en fait, avec le COVID, comme si que cela peut se voir également avec d'autres pathologies, au bout d'un certain temps, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous avez une diminution de l'efficacité de vos anticorps. C'est un petit peu également la raison pour laquelle vous voyez qu'au départ, on était à 2 doses. Maintenant, dans beaucoup de pays européens, on recommande une 3e dose afin justement de booster votre immunité. OK, merci. Une autre question. Prendre un vaccin est une décision personnelle. Pourquoi exige-t-on les gens à se faire vacciner? En fait, là encore, oui, effectivement, comme vous le dites, c'est une décision personnelle, bien que là encore, l'exigence de vaccination n'est pas établie à travers tous les pays. C'est une question qui fait débat dans beaucoup de pays. Cette question, est-ce qu'on doit exiger que les gens puissent être vaccinés ou pas?
quoique également, c'est, comme vous avez dit, quelque chose de personnel, mais le problème, c'est que lorsque vous avez fait le choix de ne pas être vacciné, eh bien, du coup, vous pouvez également mettre à risque quelqu'un et d'autres. Donc, maintenant, vous pouvez mettre à risque d'autres personnes par votre choix. Donc, là encore, c'est une question de santé publique, c'est les décisions qui fait débat dans beaucoup de pays. Il y a certains pays qui ont fait l'obligation de la vaccination, d'autres pays pas encore, mais c'est une question de santé publique qui fait débat. En Haïti, jusqu'à présent, nous n'en sommes pas, et du moins à ce que je sache, à l'obligation vaccinale. OK, une autre question. Dans le cas de la COVID-19, n'y aura-t-il pas de l'immunité de masse? Dans le cas de la COVID-19, on ne sait pas encore. On ne sait pas encore parce qu'en fait, jusqu'à présent, il n'y a aucun pays, à ce que je sache, qui ait encore atteint l'immunité de groupe. C'était une hypothèse qui avait été avancée au début de l'épidémie, mais jusqu'à présent, il n'y a aucun pays qui ait pu atteindre cette immunité de groupe, à ce que je sache. Donc, il est peut-être encore trop tôt. C'est une hypothèse de travail, mais qui n'a pas encore été, du moins que je sache, appuyée par des données sur le terrain. Mais comme je l'ai dit, il est sans doute encore trop tôt pour opiner, puisque nous sommes peut-être à environ 2 ans de l'épidémie. Une autre question. Étant donné que 80% des cas sont des formes légères ou asymptomatiques, quelle est l'utilité alors de la vaccination générale chez les jeunes et les tout jeunes? Oui, effectivement, la majorité des cas, comme vous dites, ce sont des formes légères ou asymptomatiques. C'est un fait. Mais le problème qu'il y a eu, c'est que le jeune, la personne, lorsqu'elle, admettons un sujet jeune qui n'est pas vacciné, qui contracte le COVID, probablement, il va se rétablir sans problème. Mais ce sujet jeune qui contracte le COVID, il peut lui-même contaminer d'autres personnes. Vous voyez? Donc, tandis qu'avec le vaccin, on diminue les risques. Maintenant, mais quand même, des fois, on a eu à déplorer, malheureusement, des cas où des sujets jeunes, des personnes relativement jeunes, sont décédés du COVID. C'est rare, certes, mais quand même, je pense que pour la maman d'un jeune de 17 ans qui est parti avec le COVID, je pense que pour cette maman-là, perdre son enfant de 17 ans, c'est un drame absolu. Je ne pense pas qu'elle va se contenter et s'apitoyer sur le fait, bon, quand même, il n'avait que 10% de chance d'être malade, d'être emporté, mais c'est un drame absolu. Et je pense que pour cette maman-là, si elle pouvait sauver son enfant et le ramener à la vie, si elle pouvait faire marche arrière, lui donner le vaccin, je pense qu'elle encourageait son enfant de 17 ans à prendre le vaccin. OK, nous avons 2 mains levées. On va prendre tout d'abord Hôpital Sainte-Thérèse de Hinche. Katia, il y a Sainte-Thérèse. Madame Katia? Oui. Il y a Sainte-Thérèse. Oui, c'est ce que je veux dire. Hôpital Sainte-Thérèse de Hinche. Merci. Donc, on peut parler de résistance scientifique. Qu'est-ce que le ministère compte faire pour stopper les pharmacies ambulantes dans le pays? Pardon? Qu'est-ce que le ministère compte faire pour stopper les pharmacies ambulantes? En fait, c'est une bonne question, mais là, je ne suis pas ici en tant que représentant du ministère, donc je préfère laisser cette question à des représentants du ministère parce qu'ils seront là dans une prochaine session afin qu'ils puissent vous donner des informations parce que vous ne voulez pas vous donner des éléments d'information qui ne soient pas justes. Donc, je préfère, afin que vous ayez une réponse correcte, juste que ce soit des membres du ministère qui vous apportent des éléments de réponse sur cette question. D'accord? Isma, c'est à vous. Isma? Qu'est-ce qui explique la spécificité du test du PCR? Est-ce que vous pouvez reprendre? Je n'ai pas l'impression d'avoir bien entendu. Qu'est-ce qui explique la spécificité du PCR face au TDR? Qu'est-ce qui explique là? La spécificité. Bonsoir. Un moment, Isma, un moment. Bonsoir.
Isma, un moment tout à l'heure. La question, c'est qu'est-ce qui explique la spécificité du test PCR? D'accord. Oui, d'accord. Oui. Par rapport au test antigénique. Merci. Vous Ok, avez entendu? Ah oui, pourquoi est-ce qu'on considère que le test PCR est beaucoup plus spécifique que le test antigénique? Actuellement, on le considère comme un test standard puisque ça se base sur le matériel génétique. Tandis que, en fait, les tests antigéniques, comme le nom l'indique, portent sur des antigènes. Or, des fois, vous pouvez avoir des phénomènes, des situations où plusieurs pathogènes différents peuvent avoir des similitudes antigéniques, donc générer ainsi des faux positifs. Tandis que le test PCR, lui, se base sur le matériel génétique. Donc, jusqu'à présent, le test PCR est considéré comme la méthode de référence. OK. Maintenant, Isma. Isma, c'est à vous. Isma. Oui, bon. Bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez poser votre question, Isma. Isma, votre micro est fermé. Isma, votre micro est fermé. Ça va maintenant? OK. Bonsoir. J'aimerais savoir les effets secondaires pour chaque vaccin après avoir vacciné. Oui, écoutez. Les effets secondaires pour les vaccins. Je vous remercie de votre question, mais la session d'aujourd'hui, ce n'est pas précisément une section sur la vaccination contre le COVID. Donc, on pourrait peut-être réserver cette question-là pour une autre fois, si vous permettez. D'accord? La session d'aujourd'hui, c'est bien pour le COVID-19 et la résistance antimicrobienne. D'accord? Une autre question? Pour la prochaine. Est-ce que le coronavirus vient réellement d'un animal? En fait, la question de l'origine du coronavirus, actuellement, jusqu'à présent, c'est une question qui est ouverte. Il y a encore beaucoup de débats là-dessus. Il y a certainement la piste animale qui avait été évoquée au début, mais il y a d'autres pistes également qui sont développées. Mais comme je l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y a pas encore de... C'est un débat qui est encore ouvert, qui n'est pas encore clos. OK, on va prendre deux dernières questions. Une personne qui a pris les 2 doses, est-ce que cette personne peut encore attraper le COVID? Si oui, pourquoi se faire vacciner? C'est de HIC de Port-de-Paix. Oui, effectivement, on peut avoir une vaccination complète et contracter le COVID. Pourquoi quand même se faire vacciner? Puisque, en fait, lorsque vous êtes vacciné, la possibilité d'avoir des formes sévères est réduite comparativement à quelqu'un qui n'est pas vacciné. Donc, c'est important de se faire vacciner. Est-ce qu'il y a une dernière personne qui voudrait poser une question? Sinon, je vais prendre une question sur le groupe chat. Est-ce que le variant Omicron est détecté en Haïti? Y a-t-il un vaccin efficace contre ce variant? Est-ce que le variant Omicron est détecté en Haïti? À ma connaissance, pas. Je ne pense pas qu'on ait encore détecté cela en Haïti. Maintenant, en fait, est-ce qu'il y a un vaccin efficace? En fait, les vaccins, jusqu'à présent, il y a encore des études qui se font justement pour vérifier un petit peu l'efficacité des vaccins qui sont en cours contre le variant Omicron. Merci, Dr. Mentor. On va mettre fin à la session d'aujourd'hui. C'était une session vraiment instructive. Nous n'avons pas de mots pour vous remercier pour cette présentation. Et je demande à tout un chacun d'ouvrir vos micros, s'il vous plaît, pour applaudir les orateurs d'aujourd'hui, qui sont Elsaïda Mathéus, ainsi que Dr. Mentor Lucien. On va applaudir. Ouvrez vos micros pour applaudir les 2 orateurs d'aujourd'hui.
Merci beaucoup. Je vois qu'il y avait beaucoup de questions. Il y a beaucoup de questions aussi qui sont restées suspendues sur le groupe chat. Je crois qu'on peut toujours les poser sur le groupe WhatsApp et le mentor pourra toujours y répondre. C'était un plaisir d'avoir été avec vous, mais juste avant de terminer, je fais place à M. Hamel. M. Hamel. Oui, Madame Katia. Place à vous. Merci. Merci infiniment, Madame Katia, parce qu'il faut dire clairement que vous avez été choisie à la dernière seconde pour faciliter la session et vous avez fait ça avec brio. Katia, de tout cœur et au nom de la communauté ECHO, je vous dis merci et on doit applaudir Madame Katia. Merci. Le plaisir a été pour moi. C'est le seul moyen que je peux vous remercier, Katia, par cet applaudissement. Donc, le moment est venu pour remercier tous les prestataires qui participent à la session d'aujourd'hui. Donc, avec environ une soixantaine de connexions. Donc, c'est une session qui va au-delà de 100 à 150 personnes de participation. Donc, merci à vous tous. Ce serait vraiment difficile de citer les noms de tout un chacun. Donc, nous remercions également les nouveaux sites. Donc, les sites qui rejoignent la session au cours de la route de la phase d'extension, à savoir l'hôpital de Fort-Liberté, l'hôpital Sainte-Thérèse de Hinche, et là où nous sommes aujourd'hui, à l'hôpital Immaculée Conception de Port-de-Paix. Donc, merci à nos sites, merci infiniment. Donc, il faut dire également, aujourd'hui, c'est la toute dernière session de l'année et la toute dernière session également de la phase pilote. Donc, vous savez déjà que le projet ECHO, on a lancé depuis le 10 juin. Merci, Conan. Donc, ce sont les cadeaux. Ce sont les cadeaux. Donc, on avait lancé ECHO Haïti le 10 juin 2021. Donc, c'était vraiment difficile de pouvoir réaliser les analyses situationnelles. Vous savez déjà et la situation que connaît le pays LOC, les crises. Donc, on a pu faire les analyses situationnelles et par la suite, on est passé à l'installation des équipements. Et le 10 juin, on avait vraiment lancé le projet ECHO. Et je dois vous dire sincèrement, de 10 juin à nos jours, on peut oser dire que ECHO marche très bien. ECHO marche très bien grâce à la participation des sites qui ont été sélectionnés et grâce à la participation des autres sites également qui rejoignent la session à l'aide de leurs propres moyens. Donc, on avait jugé bon de faire une phase d'extension et nous sommes à la phase d'extension. Donc, de tout cœur, je vous remercie. Merci infiniment pour votre participation aux sessions ECHO. Et aujourd'hui, je vais vous dire que on ne va pas pouvoir tenir les sessions ECHO durant le reste de ce mois. Donc, on se donne rendez-vous pour le 13 janvier 2022. Et j'espère que vous allez passer un bon Noël, joyeux Noël déjà, et j'espère que vous allez avoir une très et une heureuse année 2022. Donc, au nom de ECHO, au nom du staff qui fait le management du projet ECHO en Haïti, malgré le docteur Monssi n'est pas là à la session, le docteur Buteau et tout le staff du LNSP qui nous accompagne toujours à ECHO. Donc, je vous dis encore joyeux Noël, bonne année. Donc, Conan, il était là avec nous dès le début. Donc, je crois que le moment est opportun pour que Conan puisse placer son mot et souhaiter à la communauté ECHO Haïti joyeux Noël. Conan, vous êtes là? Bien sûr, Amel, je suis là. Je pense que pour ces vœux, lorsque la tête est là, je pense que ce n'est pas le génie qui porte le chapeau. Il y a Mme Yuta, notre responsable, qui est là. Je pense que le mot lui revient pour vraiment exprimer ce qu'on ressent pour cette communauté. Mme Yuta? Merci, Conan. Merci à tous. C'était vraiment un plaisir d'observer toutes les sessions cette année. Félicitations à cette communauté. Et aujourd'hui aussi, c'était une session très importante d'apprendre pourquoi il est important d'avoir le vaccin, qu'est-ce que sont les bénéfices et aussi d'apprendre
sur l'utilisation des antimicrobiens. Et je souhaite à tout le monde de tout mon cœur bonne fête et bonne année. Et à la prochaine année, on va se revoir. Merci à tous. Merci Gita. Joyeux Noël et bonne année également Gita. Et on se donne rendez-vous le 13 janvier 2022 pour la première session de l'année 2022. Merci infiniment Gita. Donc, nous devons remercier également tous les experts qui ont apporté leur soutien au développement du projet ECHO, les facilitatrices, le staff du LNSP, les présentateurs de cas, toutes les personnes qui participent à la session. Je vous remercie infiniment. Donc, il y a Noah qui participe à la session. Noah, vous n'avez pas un petit mot à nous souhaiter, puisqu'on est en fin d'année? Bah oui, bonne fête à tous. Vous êtes tous très. C'est incroyable que vous pouvez tous nous rejoindre pour une session comme ça. Je pense que c'était très informatif aujourd'hui et j'espère que vous passiez tous des très bonnes fêtes. Merci, voilà. Merci Noah. Merci. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un du LNSP? Quelqu'un du LNSP? Sinon, il y a Madame Natacha Charlotin qui est avec nous à l'hôpital Immaculée Conception du Port-de-Paix. Elle est en mission, donc elle va pouvoir prendre la parole au nom de l'NSP. Sinon, je vois que Dr Buteau, on prend Dr Buteau. Dr Buteau, vous êtes encore là? Dr Buteau? Bon, nous sommes vraiment désolés que Dr Buteau n'est plus là, mais maintenant, on va prendre les mots de Mme Natacha Charlotin, qui est également représentante du LNSP. Oh, Dr Buteau n'a pas de micro. Vous n'avez pas activé le micro, Dr Buteau? On aimerait bien avoir votre mot. Vous étiez là dès le commencement? Ce serait bien quand même de placer un mot. En attendant que Dr Buteau trouve son micro, donc on va prendre les mots de Natacha. Madame Natacha. Bonsoir tout le monde. Et bon, en fait, Amel m'a pris au dépourvu parce qu'actuellement là, je suis en mission dans le Nord-Ouest et dans le cadre d'une évaluation des laboratoires faisant les tests de VIH, tests rapides à partir de la maladie. Donc, en fait, comme Amel vient de le dire, c'est notre dernière session pour l'année. Donc, on espère que vous avez beaucoup appris pendant toutes les sessions et je vous encourage toujours à participer dans les sessions à venir. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris et je participe également. Donc, je vous souhaite déjà, en fait, toute l'équipe de l'NSP vous souhaite déjà un joyeux Noël et une très bonne année. Et on espère vous revoir bientôt pour la prochaine session d'écoute. Merci beaucoup. Voilà. Voilà, elle a été bien choisie. Donc, je prends au hasard une personne. Il y a Wilner. Wilner, tu participes toujours à nos sessions. Est-ce que vous n'avez pas un mot à placer? Si Wilner n'est pas là, il est à Valusner Compère. Valusner Compère, c'est l'un de nos experts. Est-ce que Valusner, vous êtes encore là? Sinon, on prend M. Djonka de l'hôpital HUL. M. Djonka. Bonsoir tout le monde. Oui, bonsoir. Oui, M. Djonka, vous représentez l'hôpital HUL. Est-ce que vous n'avez pas un mot à placer? Bonsoir tout le monde. Bonsoir Djonka, on vous écoute. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Très bien, parfaitement bien. Seulement, on ne vous voit pas. On ne vous voit pas, Djonka, mais on vous écoute. Bon, comme vous aviez l'habitude de me voir déjà, et cet après-midi, au nom de l'HUM, nous... On aimerait bien vous voir, Djonka. C'est la dernière saison de l'année. On aimerait bien vous voir. Eh bien oui, si vous regardez bien dans l'espace consacré à l'HUM,
vous pouvez remarquer un bouquet, c'est une façon propre à HUM de vous souhaiter une bonne fin d'année et que ce bouquet vous, en fait, comme image, que ce bouquet symbolise l'image même de votre cœur, tandis que nous traversons des moments très difficiles dans ce pays, mais nous espérons que, de même que ce bouquet est bien belle sur l'écran, nous espérons que tout le monde aura l'occasion de fleurir au nom de l'Éternel à la fin de cette année. Merci déjà, bonne fête d'année et très bien. L'hôpital de Fort-Liberté. Bonsoir, je suis Dr. Pierre. On voulait vous remercier et on s'est intégré à la fin de l'année, mais on vous remercie parce que c'est vraiment une belle initiative, comme on l'avait dit jeudi dernier. Et déjà, on vous souhaite un joyeux Noël et une très bonne et fructueuse année 2022. Merci. Docteur Buteau, est-ce que vous n'avez pas encore trouvé le micro, s'il vous plaît? Ok, je lis pour Docteur Buteau. Je souhaite à toute la famille Eco Haïti une bonne fin d'année 2021 et une heureuse année 2022. Fin d'année 2021, année 2022 plus tranquille. Merci, Docteur Buteau. Et nous le souhaitons également à vous. Sur ce, je vous dis encore merci, au revoir et on se revoit en janvier 2022 pour la prochaine session de l'année 2022. Donc, au revoir. Oui. Je voudrais ajouter une dernière chose. Alors, je voudrais encourager tout le monde à aller sur YouTube pour pouvoir revisualiser les vidéos. C'est extrêmement important de les regarder à nouveau, de les partager avec vos collègues, vos amis, vos parents et tant d'autres, afin que beaucoup de monde puisse voir les différentes sessions et avoir connaissance de ce qu'on fait à la session. C'est extrêmement important. Je voudrais ajouter ça. Merci, Madame Katia. Sainte-Thérèse, merci. Pour les m'envoyer la feuille de présence. Tous les sites, merci de m'envoyer la feuille de présence. Merci, au revoir. HSN, content de vous voir, Monsieur Willem. Merci à vous tous.